cette partie épistémologie. Donc, en gros, la question de base en épistémologie, est-ce qu'on peut connaître le monde? Est-ce qu'on peut dire ou penser des choses plus vraies que d'autres sur la réalité? Est-ce que si je dis que je suis assis sur une chaise, c'est plus vrai que de dire que je suis en train de voler comme Superman? J'ai tendance à croire que oui. Ben, ça a des implications. Si oui, si on peut dire des choses plus vraies que d'autres sur la réalité, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour développer une connaissance fiable, valide? Alors, on va analyser les présupposés épistémologiques. Il faut savoir que l'épistémologie, on peut la subdiviser. Donc ici, on va parler d'épistémologie générale. On va se poser la question du vrai en général, de la vérité en général. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des épistémologies des sciences. Pour la science en général, c'est quoi une science qui fonctionne bien? C'est quoi une science valide? La zététique, par exemple, hein, par exemple, si vous regardez la tronche en biais ou hygiène mentale ou des trucs comme ça, il s'inspire de l'épistémologie des sciences pour parler de connaissances valides. Et puis, il y a des épistémologies d'une discipline, où là, on dit, c'est quoi les critères pour faire une connaissance valide dans tel domaine? Il faut savoir, je vous ai mis le lien sur Learn. Par exemple, pour vos mémoires en sciences humaines et sociales, hein, c'est un peu notre giron, il y a des méthodes et des critères pour pouvoir parler de bon travail. Un bon travail, une bonne connaissance en éducation média, elle respecte des méthodes et des critères spécifiques. Et donc ça, c'est une épistémologie disciplinaire, épistémologie particulière. Ça va ? Pour info, donc sachez que voilà, ça peut vous aider pour vos mémoires, pour choisir une méthode. Est-ce que je choisis plutôt des entretiens, des questionnaires ou bien une méthode expérimentale? Quel impact, comment est-ce que je la réalise pour que ça soit fiable? Voilà. Il y a Ricoeur ou Marx, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent une idéologie, c'est quand on n'a pas conscience de comment notre esprit est formaté, en gros. C'est non seulement on est formaté, mais on ne sait pas qu'on l'est. C'est quand on n'a pas conscience de notre propre condition. Ce qui fait la différence entre une idéologie et un présupposé, c'est en fait d'être conscient que ça guide nos actes. Ça guide nos actes, ça guide notre manière de penser. Et peut-être d'être capable de les remettre en cause, de les nuancer, de les mettre à l'épreuve. C'est la différence entre une hypothèse et une certitude. Voilà. Alors, c'est quoi un présupposé et quels sont les présupposés qui vont nous intéresser? Un présupposé, selon Tozzi, pas Umberto, à Michel, un présupposé, c'est une affirmation impliquée par une proposition sans laquelle elle ne pourrait être valide. Il faut l'expliciter car il est généralement contenu implicitement dans la proposition. Alors, je préférais vous illustrer ce que c'est qu'un présupposé plutôt que de vous fournir cette définition un peu peut-être rébarbative. En gros, ça veut dire quoi? C'est impliqué par une proposition de manière implicite. C'est-à-dire que dans mes actes, dans les actes que vous avez faits ou dans les choses que vous avez dites ou pensées, eh bien, ça impliquait de manière sous-jacente autre chose. Et c'est ça qui donne du sens à votre acte, à votre pensée, à votre proposition. Alors ici, exemple, si je crois en la réincarnation, qu'est-ce que ça présuppose? La réincarnation, ça suppose par exemple qu'un être humain, c'est quoi? C'est un corps et une âme. C'est deux entités. Ensuite, que la mort du corps ne tue pas l'âme. C'est pas parce que le corps il est KO que l'âme elle est morte. Et puis enfin que l'âme elle peut se casser pour aller dans un autre corps. C'est ça la réincarnation. S'il manque un des trois, en fait c'est plus la réincarnation. Donc c'est le fait de dire je crois à la réincarnation, ça veut dire je crois en ces affirmations qui sont présupposées derrière l'idée même de réincarnation. Et donc pour découvrir les présupposés d'une affirmation ou d'une thèse, il faut la déplier généralement. Il faut voir, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, c'est quoi un présupposé? De nouveau, Calvin, ça fait quoi 5 plus 7? Je ne sais pas. Moi non plus. Alors, écrit je ne sais pas, mais en fait, c'est la vérité. Je peux répondre ça à toutes les questions, on a fini, et puis il va jouer dehors. Et donc, le test présuppose qu'il y ait un type de réponse attendue et pas seulement la vérité.
C'est voilà, juste un clin d'œil de nouveau. On va voir, là tout de suite, simplement des exemples de présupposés par rapport au fait de dire des choses plus vraies que d'autres sur la réalité. Donc, en gros, à la question « est-ce qu'il est possible de dire des choses plus vraies que d'autres sur la réalité ?», il y a deux réponses possibles au moins. À votre avis? Voilà. Oui et non. Oui et non. Et notamment, la réponse du dogmatisme, c'est de dire qu'on peut parvenir à des certitudes carrément. Oui, on peut dire des choses plus vraies que d'autres sur la réalité, mais en plus, on peut y avoir accès de manière évidente, indiscutable, univoque. Les certitudes sont dans la science physique. Voilà. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ça, c'est la vérité absolue, indiscutable. Les certitudes sont dans la Bible, ou dans le Coran, ou dans un autre texte sacré. Ce sont des certitudes indiscutables, selon des dogmatismes. Qu'est-ce qui fait le dogmatisme? Qu'est-ce qui fait qu'on appelle ça un dogme? C'est le caractère indiscutable. Ce n'est pas tant la proposition en elle-même, c'est le fait que c'est indiscutable. Nietzsche dit que la science moderne est le dernier avatar de la religion. Donc c'est le nouveau visage de la religion. Dans un ouvrage que je n'ai pas pris de Ruenogienne, il dit par exemple combien notre vision de l'amour est marquée d'évidence et on ne peut pas discuter de ce qu'est l'amour romantique dans nos sociétés. Alors ce n'est pas du dogmatisme absolu sur absolument tout, sur une grande posture métaphysique comme on pourrait l'avoir dans certaines religions, mais en revanche, ce n'est pas rare qu'il y ait des postures dogmatiques spécifiques sur certains thèmes. Et sur certaines questions, des personnes qui à un moment donné disent « ben ça, c'est juste indiscutable ». Dès lors qu'il y a une personne, par exemple dans un texte que vous avez analysé, qui dit « c'est indiscutable qu'il faut utiliser des pédagogies actives pour faire de l'éducation aux médias », ben vous pouvez déjà mettre un petit présupposé dogmatisme. D'accord? Derrière une posture, derrière le fait de n'utiliser qu'une seule méthode, sans même le dire, derrière le fait de donner la parole ou non aux élèves, alors posture dogmatique d'un enseignant, c'est « moi je suis le détenteur de la vérité ». Et donc je viens faire cours de manière magistrale, je détiens le savoir noble, la seule manière de voir les choses. Posture qui pourrait être apparentée à du dogmatisme. A l'inverse, si je suis relativiste, dans le domaine justement de la formation d'adultes ou bien dans la formation de jeunesse, etc., c'est finalement, tous les avis se valent autour de la table et donc on va faire un cercle et tout le monde va donner son avis. Et puis en fait le formateur il va noter tous les avis sur le flipchart. Et en fait tous auront la même valeur. Posture plus volontiers relativiste. La question du fact-checking, Aubenas et Benassayag, et donc Florence Aubenas, journaliste qui a été détenue pendant un certain temps, a coécrit un livre avec un philosophe qui s'appelle Miguel Benassayag, que je cite dans le syllabus, et où en gros elle parle de l'idéologie du fait vrai, où en journalisme, le fait tel que vu dans le journalisme, c'est comme si c'était une vérité absolue. Et donc effectivement, l'expert, la posture de l'expert, par exemple, ça pourrait être une manière de faire passer des idées de manière dogmatique. Pas nécessairement. C'est pas parce que quelqu'un prétend dire la vérité qu'il est dogmatique. Il faut, à ce moment-là, on est sur un continuum entre quelqu'un qui prétend avoir une parole indiscutable et quelqu'un qui est ouvert, malgré qu'il pense dire la vérité, ouvert à une certaine mesure, une remise en question dans une certaine mesure. Une des critiques du dogmatisme, c'est qu'effectivement, il suffit d'une seule personne qui doute pour qu'une chose ne soit pas indubitable, par définition. Par définition, s'il y a un gars qui doute, ou une femme qui doute, par définition, ce n'est pas indubitable pour tout le monde dans l'absolu. Pas absolument, on ne peut pas faire l'impasse du doute, on ne peut pas faire l'impasse de la non-certitude par rapport à ça. Donc,
C'est vraiment un des questionnements qui va nous accompagner en épistémologie, c'est comment concilier justement le fait de pouvoir se mettre d'accord sur le fait qu'on est assis sur une chaise et pas en discuter pendant des plombes, parce que ça sert à rien, et en même temps se dire, ben, on n'a pas toutes les mêmes perspectives, et du coup, il y a certaines choses qui font que ben, on a peut-être raison tous les deux en disant des choses différentes. Donc on va essayer de concilier justement cette vision des choses où on ne va pas tout remettre en question, on ne va pas être dans du relativisme, et en même temps s'engager pour dire ben, il y a des vérités plus vraies que d'autres, il y a des choses plus vraies que d'autres. Tous nos choix pédagogiques ou d'éducateurs aux médias, ou bien quand on fait du journalisme ou quoi, quel présupposé ça suppose? Vous serez à l'aise de plus en plus pour mobiliser ces concepts-là dans des cadres bien concrets. Merci beaucoup à vous et bonne semaine.